Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est situé à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, des cours également sur la confiance en soi, des cours de modern jazz, des cours de stand-up. Le cours Anna, c'est du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir 2 psychologues renommés qui interviennent auprès des enfants et des adultes. Elles travaillent depuis des années sur des sujets essentiels comme la gestion des émotions et la confiance en soi. Fréquemment sollicitées par les médias, leurs interventions à la télévision et dans les conférences sont toujours attendues par le public. Leurs livres très appréciés comme « Je ne veux pas » et « Je ne dors pas » et également « Sans film » avec Laurie Choleva sont devenus des références. On parlera également d'une boîte à ennuis. Elles ont également créé une page Instagram Kids et Family suivie par 50 000 personnes où l'on peut retrouver des astuces et des conseils. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Aurélie Calais et Clémence Promsy. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour Clémence. Comment ça va? Eh bien, pas mal. On attend avec impatience les questions. C'est vrai? Bon, déjà, première question. Vous vous êtes rencontrés comment? Quand? Moi, je veux tout savoir. T'es sûre de vouloir voir l'histoire parce qu'elle est compliquée? Ouais, moi, je veux Tu savoir. fais court, hein. Vas-y. Ouais, ok. On s'est rencontrés en prison. Point barre. Merci, au revoir. Next, seconde question. Puis ça laisse un peu de charme comme ça, on sait pas. Non, parce que comme on est un peu taré, les gens, quand on dit ça sans préciser, pensent que vraiment on était incarcérés et qu'on s'est rencontrés comme ça. Donc En non. cellule. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça s'est passé comment? Parce que c'est quand même... c'est pas commun. Non, en fait, toutes les deux, on était... Donc, nous, on est psychologues cliniciennes. On était toutes les deux en maison d'arrêt. On s'occupait des longues peines. Et en fait, dans cette prison-là, tu as 3 divisions. On n'était pas dans la même, mais on se retrouvait... tous les matins au café, tous les midis pour déjeuner. Là-bas, on a voulu monter pas mal de choses pour les hommes incarcérés autour de la parentalité. Parce qu'aujourd'hui, en France, les gens n'ont pas envie de dépenser tellement de sous pour les personnes incarcérées. Donc, en fait, ça nous a saoulés. On s'est dit, bon, bah, tchous, on s'en va. On va monter notre truc pour aider les gens en libéral. Et donc, on a commencé par faire que du domicile pour les enfants qui ne dormaient pas, tout en étant à la prison en même temps. Donc, on partait de chez les gens à 23h30 quand les petits étaient endormis et on était à 8h en cellule pour bosser. Donc, c'était un peu une transition qui a duré quand même 2 ans, presque. Ouais, bien rempli. Et après, on a monté donc notre cabinet à Boulogne. Et on s'est aperçu qu'il y avait autant de besoins dans le 92 et dans le 16e arrondissement qu'au fin fond de la prison. Que dans le 9-4 bébé. Dans le 9-4 bébé. Alors moi, j'aimerais quand même savoir l'envie de devenir psychologue. Ça aussi, c'est pas commun. Comment c'est venu? Voilà, on est mal, on te fait notre vie ou pas? Ouais, voilà. Moi, je veux tout les savoir. Sors les couscoussières. Non, moi je crois que j'ai toujours voulu m'occuper des gens qui avaient du mal à gérer tout. Le manque de... Voilà. Moi quand j'étais enfant, on me disait déjà que je m'occupais des personnes âgées, des personnes handicapées. Je sais pas, je crois que j'ai toujours eu ça dans le... Puis on a toujours été bizarres et décalés. Tu sais, il y a toujours des photos avec des photos de psy, genre futur psy, c'est la fille qui a la tête à l'envers, qui fait les pieds au mur. Je pense qu'Aurèle et moi, on est hyper différentes et en même temps, on a vraiment des grands points en commun et on est décalés de la même façon, quoi. Donc voilà, ça permet aux gens, quand ils se sentent justement un peu décalés dans leur vie, de pas se sentir jugés quand ils viennent chez nous parce que voilà, tout est autorisé. Aucun jugement. Ça, c'est un peu aussi comme au théâtre. Quand les enfants y viennent, la première chose que je dis à mes coachs, c'est qu'ils ne se sentent pas jugés. Et ça, c'est vrai que c'est très, très important. Ça, c'est la base quand tu vas chez un psy. C'est que justement, alors il y a dans les cours de théâtre, comme tu dis, mais c'est vrai que dans notre vie de tous les jours au quotidien, quelqu'un, même que ce soit nos conjoints, nos super potes, quelqu'un à qui tu peux parler sans aucun filtre, dire tout comme tu penses à 2000%, je crois qu'à part chez un psy, tu peux pas le faire. Je suis d'accord. On est d'accord. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de domaines, mais Dieu sait quand on envoie d'ailleurs des petits patients, parce qu'on sait qu'au cours Anna, ils sont plutôt bien accueillis et qu'il y a moyen de s'exprimer justement et de prendre confiance en soi. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où t'es vraiment libre d'être toi-même et où il n'y a pas de compétition. Je veux dire, on va pas critiquer l'école, mais c'est vrai qu'en France, l'école est quand même soit meilleure que ton voisin, soit plus beau, plus ceci, plus cela. Et puis même, les enfants se comparent entre eux avec rien que les applis de notes. En fait, tu vois, le moins bon, le meilleur, et tu te situes. Même si l'école n'incite pas ça, en fait, les petits sont habitués à se comparer. C'est vrai. Alors nous, c'est vrai qu'au cours Anna, on travaille beaucoup sur les émotions à travers le théâtre, vaincre sa timidité aussi.
Quelle est votre façon de faire pour laisser les enfants exprimer leurs émotions et vaincre leur timidité? Est-ce qu'on bosse sur des objets? Est-ce qu'il y a des tips, des techniques? Est-ce qu'on s'est lancé dans la poterie? Oui, Aurélie beaucoup. Ça c'est sûr, Aurèle, c'est sûr. La poterie qui clignote. Non, en fait, c'est vrai que la gestion des émotions et le manque, en tout cas le présumé manque de confiance en soi, qui est une inquiétude des parents, c'est un vrai motif de consultation. On a beaucoup d'enfants qui sont un peu empatouillés dans leurs émotions, qui savent, voilà, ça s'exprime fort, violemment, bruyamment. Voilà, c'est un peu compliqué pour les parents. Donc nous, on aide déjà à mettre des mots, à comprendre de quoi les enfants ont besoin derrière leurs émotions, ce qui n'est pas un job facile et ce que nous, on arrive quand même rapidement en séance à faire, quoi. Et la confiance en soi, c'est un autre vrai motif parce que les parents ont tendance à se dire que si jamais j'ai un enfant qui est timide et inhibé, ça veut dire que il n'a pas confiance en lui, donc ça va le poursuivre toute sa vie, donc il va foirer sa vie, il va pas avoir de boulot, pas de potes. Enfin, ça prend vite un peu des proportions anxiogènes pour les gens. Donc nous, dans le cadre de nos consultations, on va évaluer l'estime de soi, la confiance en soi, faire des exercices pratiques avec eux, orienter sur une activité extrascolaire. Enfin, il y a plein de trucs pour aider. L'activité extrascolaire, c'est les enfants qui la choisissent, c'est vous qui pouvez aussi conseiller? Tu veux dire? C'est vrai à l'époque, on avait fait un partenariat super avec Aurèle, on s'était cassé la tête avec Tony Parker. Avec Tony Parker, on avait créé un tableau à double entrée dans lequel on avait repéré 4 styles de personnalité d'enfants et tous les sports qui pouvaient un peu convenir à ces enfants-là, entre le manque de confiance en soi, l'intelligence, la vivacité d'esprit, enfin plein de détails. On s'était vraiment cassé la tête, mais c'était vachement bien ce truc. Ça a pris tout notre mois d'août. Moi, je me rappelle, j'étais au bord de la plage et je lui ai envoyé les tableaux Excel. J'étais là, je vais crever de ce truc. Tu faisais ça dans l'avion. Même pas, il y avait 15 entrées, mais il était vachement bien. Il était hyper bien. C'est vrai que nous, en tant que psy, d'un point de vue thérapeutique, Aurèle disait, il y a plein de choses qu'on peut faire, et il y a aussi un truc qui est chouette, c'est de lâcher l'affaire, de lâcher prise et de se dire que ton enfant, il est parfait comme il est finalement. Quand t'as un gros clown, oui, il est peut-être un peu moins poète et calme, et quand t'as un enfant qu'on estampille un peu timide, en fait, lui, il est doux, il est dans l'observation, et finalement, à quoi ça sert de tirer sur la corde pour être parfaitement au milieu? Donc nous, on aime bien lancer les enfants sur des activités extrascolaires qui leur conviennent vraiment, dans lesquelles ils vont se révéler, et pas tellement pour les changer ou pour les améliorer. Genre, je suis tout gringalet, je vais aller faire du judo pour être plus costaud, et je vais aller au rugby et me faire éclater sur la pelouse tous les mercredis après-midi. Bon, nous, on préfère aussi pousser l'enfant. Alors, on peut faire les deux, mais c'est sympa d'être bien ou dans ton activité extrascolaire, quoi. Donc, très à l'écoute de l'enfant, encore une fois. Ouais. C'est ça. Ouais, et puis surtout, bien observer vos enfants, parce que parfois, les gens, ils vont prendre une activité extrascolaire ou parce qu'ils ont un regret de quelque chose qu'ils auraient aimé faire et qu'ils n'ont pas pu faire comme ils voudraient, ou parce qu'ils ont un peu des ambitions, que ce soit le futur Mbappé. Donc là, sur les terrains de foot, il y a quand même une grosse pression sur les enfants. C'est pas hyper bonne ambiance toujours, quand même. Donc, il faut vraiment essayer d'enlever ces projections, d'enlever nos attentes, regarder vos enfants et essayer de vous dire, OK, dans quoi il a son talent? Parce que même les petits, même dès 3 ans, on arrive à percevoir des talents dans un truc. Bouger en rythme, dès qu'il y a des gens, faire un peu le show. Au contraire, ça peut être sur un truc de musicalité par rapport à un instrument. Ça peut être sur quelque chose d'artistique. Il y a vraiment un trait. Ouais, dessiner, je veux dire. Ouais, il y en a qui dessinent super bien. C'est hyper rare d'inscrire ton petit garçon à un cours de dessin. Ah oui. Franchement. Et il y en a qui ont un vrai talent. Super bien, ouais. Est-ce que les activités favorisent la confiance en soi? Et comment on aide son enfant à prendre confiance en soi, même en tant que parent? Alors là, il y a 2 trucs dans ta question. Sur l'activité extrascolaire, ça peut vraiment permettre à des enfants de booster leur confiance en eux. C'est-à-dire que si on a bien regardé son enfant, qu'on a trouvé quelque chose dans lequel il a un petit talent au départ, en fait, il va potentialiser ce talent, comme il est fort, il va progresser plus vite, il va briller, il va être plus motivé, il va encore plus être impliqué. Donc, en fait, son niveau va augmenter vite et la confiance en lui va avec, quoi. Donc, bien sûr, c'est hyper important de trouver la bonne activité. Mais s'il n'y a pas de talent, si on ne décèle pas il y en a toujours. de talent. S'il est nul? Non, j'ai pas dit ça. Il a du talent pour être nul. Il y a toujours un petit talent quelque part. Mais si les parents ne le décèlent pas? Il faut qu'ils aillent voir quelqu'un pour l'aider à le déceler. Donc, il faut aller voir qui c'est fait. Et puis non, mais sinon, même si l'enfant met en avant, parce que parfois, moi j'ai eu ça la semaine dernière, une petite fille qui voulait faire du rugby, et le père a dit, non, le rugby c'est un truc de mec. Donc déjà, on sort des choses genrées pour les enfants. C'est clair. S'il y en a qui veulent faire de la danse classique pour un garçon, ils sont pas nombreux. Même en danse hip-hop, les garçons, ils sont pas nombreux non plus. Même si votre enfant, c'est le seul de son sexe dans le cours, super, il brillera comme ça, c'est son originalité, et c'est OK, on s'en fiche en fait.
Pour tous ceux qui ne suivent pas la page du fils d'Aurélie. Fan de Dancy Pop. Et ouais, moi, ce que j'aime faire auprès des parents, je trouve que c'est... Je m'astreins à le faire moi-même et je trouve que c'est un exercice hyper difficile qui n'est pas du tout naturel parce que, encore une fois, je trouve que c'est pas français et c'est pas dans notre pays. Je pense que les anglo-saxons sont un peu plus doués pour ça. J'appelle ça la tartine de Nutella. Quand on chope un trait de caractère de son enfant, pas sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est, on en fait des pataquès. Tout à l'heure, je te regardais et je me disais à quel point tu es attentionné avec ton petit frère, empathique, minutieux, pointillé, déterminé, courageux, enfin un adjectif qualificatif. Pas qu'est-ce que je suis fière de toi, t'as mis un but au hockey, ou t'as eu 19 en histoire, mais tu es quelque chose. Et on chope un adjectif qualificatif. Et alors moi je pousse le vice à aller chercher sur Google la définition. Alors pas la première, mais juste en dessous, il y en a une grande qu'on peut un peu instrumentaliser et mettre à la sauce de l'enfant. Et quand on lui dit, tu sais ce que ça veut dire, déterminer, 9 enfants sur 10 dira non. Et même ceux qui savent, ils vont quand même dire non parce qu'ils veulent. On voit dans leurs yeux qu'ils disent, vas-y, je sens que c'est bien, vas-y, envoie-moi. Et en fait, quand on va dire 3 fois dans la même semaine à son enfant qu'il est ponctuel, qu'il est voilà, et en lui disant à quel point c'est précieux pour maintenant et pour plus tard, eh ben ils vont le devenir. Ils vont se dire, non mais moi je suis un mec super, je suis un mec déterminé, je suis un mec courageux. Et ça marche vachement, ça leur donne peut-être pas confiance en eux, mais ça leur apprend à se connaître, ce qui est quand même un peu un des outils pour avoir confiance en soi, c'est de savoir sur quoi on peut s'appuyer à l'intérieur de soi. Faut-il différencier la timidité et la confiance en soi ? Ouais, ce que je te disais tout à l'heure, c'est vrai que les gens vont penser que si jamais ils ont un enfant timide, qui est un peu en retrait, qui n'ose pas trop regarder dans les yeux, c'est qu'il manque de confiance en lui. Parfois c'est le cas, mais parfois c'est pas le cas. Il y a des enfants, à contrario, qui sont hyper assurés, qui crient fort et on se dit, oh là là, lui, il doit avoir hyper confiance en lui. Mais souvent, en tout cas, ça peut être une façade. Comme chez les adultes, d'ailleurs, on voit qu'il y a plein de grands acteurs qui sont extrêmement timides dans la vie et qui, pour autant, sont sur des plateaux avec je sais pas combien de... et ça leur pose pas de problème. C'est vraiment 2 styles différents. Donc non, on peut avoir confiance en soi et être timide. En gros, je pense qu'en tant que psy, mais ça devrait l'être aussi en tant que parent pour savoir s'il faut consulter, s'il faut s'en préoccuper, ça va être est-ce que mon enfant est en souffrance et est-ce que ça crée des empêchements dans sa vie ? Si d'être nul dans tel domaine ou d'être timide, ça t'empêche pas d'avoir des amis, ça ne te rend pas malheureux, on s'en fiche, laissez-les comme ils sont. Si en revanche vous voyez que cette timidité l'empêche de faire un spectacle de fin d'année qu'il crève d'envie de faire, l'empêche un empêchement, quel que soit le domaine, là, il faut les aider parce qu'on ne peut pas être petit et être empêché de faire des choses dans sa vie et de découvrir ça, il faut s'en occuper, ouais. Comment on gère le stress émotionnel lié à ce travail ? Je dirais que ça dépend un peu de l'âge de l'enfant quand même. Il y a plein de petites astuces pour le stress. Effectivement, le stress et le manque de confiance en soi, c'est pas forcément pareil. Les routines, moi je trouve que les routines, c'est vraiment quelque chose qui apaise quand on fait toujours la même chose. Et puis au fur et à mesure, vraiment dire à l'enfant à quel point ses stress vont changer, évoluer. En tant que psy, on sait par exemple les peurs, elles vont évoluer. Tu sais que t'as pas peur des araignées au même âge que t'as peur du loup, au même âge que t'as peur des terroristes, que t'as peur que tes parents divorcent. C'est des choses qui sont classiques et qui s'enchaînent. Ou peur de pas pouvoir payer tes impôts. Ça, c'est plus tard, mais c'est pas à 8 ans, normalement, sinon c'est pas normal. Et en fait, moi, j'aime bien dire aux enfants quand même, t'inquiète pas, cette peur-là, en fait, elle va passer toute seule aussi. Donc, comment on l'aménage en attendant ? Comment on va aménager le stress, effectivement, du théâtre, la fameuse représentation de fin d'année, pour au moins pas passer à côté. Moi, j'ai eu un petit patient comme ça qui a dû descendre de scène. Ça a été hyper humiliant, les parents qui étaient là avec leur caméscope, style Jacques Martin, l'angoisse totale pour tout le monde. Et puis, toute la moitié de la ville, tout le monde en a parlé. Il m'a dit, ah là là, c'est terrible et tout. Donc c'est plutôt ne pas passer à côté de ça, mais sinon sur les petits stress, c'est trouver des petits aménagements avec des petits rituels. Est-ce que ça t'aide d'avoir ça dans ta poche, des gris-gris. Avec Aurel, on dit beaucoup, ne dites pas que ça n'existe pas ou que c'est pas grave. On fonce dans le stress en disant putain ouais c'est vachement angoissant. Comment on va s'aménager ça ? Donc est-ce qu'il faut un doudou on met à 3 ans ? direct les pieds dedans. Ouais, on met plutôt les pieds dedans. Et puis après, si c'est insurmontable, on peut changer aussi. On va pas non plus se rendre malade. Ouais, et après, c'est vrai que pour les enfants timides, ce qui est vraiment source de stress pour eux, et donc ça pour les parents qui ont des enfants timides, essayez de le garder en tête. En fait, pour un enfant qui a vraiment une nature timide, on en est certain, ce qui va être compliqué pour eux, en fait, c'est la nouveauté. Tout ce qui est nouveauté va être sujet au stress. Et en fait, c'est ça pour eux qui est hyper anxiogène. Si on leur dit là, on va à tel endroit, là, ça y est, ils commencent à s'angoisser, à se stresser. Des gens que je connais pas, endroits que je connais pas, je vais devoir dire bonjour, on va me regarder. Et donc là, c'est cata. Donc, les enfants timides qui ont une tendance à se stresser, il faut
Clémence parlait des rituels, il faut vraiment vous essayer de lui décrire toute la scène en amont. Là, on va chez telle personne, il est avec sa femme et il a 2 enfants, qu'ont tel âge, la maison est à tel endroit, c'est tant de voitures. Donc il faut les préparer au maximum. En fait, plus ils vont pouvoir se le visualiser, moins ça va être difficile en arrivant. Mais néanmoins, il faut quand même, parce que parfois les gens vont avoir tendance à se dire, bon, comme c'est stressant pour lui, je vais essayer de limiter le plus possible les causes de stress. Alors que comme on sait que la nouveauté est stressante, si on les confronte jamais à faire des choses nouvelles, en fait, le stress continue à s'accumuler. Or qu'il y a plein de choses dans le quotidien qu'on peut mettre en place de manière ritualisée, des routines. Et en fait, donc, si la nouveauté est source de stress, plus on le fait tous les jours. Et en fait, ce stress, il s'en va. Ça peut être d'aller à la boulange, ça peut être quand tu es au resto, à chaque fois, c'est toi qui commanderas. Et de ne pas lâcher l'affaire. En fait, il faut de temps en temps les sortir de leur zone de confort quand même, dans des choses mesurées qui ne sont pas un stress énorme, mais quand ils sont en présence de leurs parents, en tout cas de personnes un peu de confiance, faites des choses. Prise de risque. Ouais, parce qu'à force, ça ne le sera plus. Ouais, sur notre site, on a fait beaucoup de supports gratuits que les gens peuvent télécharger. Il y en a quelques-uns sur la confiance en soi et notamment un petit tableau de défis de 3 à 6 ans et de 6 à 12 qui est assez rigolo. Les enfants peuvent colorier quand ils ont relevé tel défi. Après, chacun peut inventer les siens, mais c'est sympa de gérer des petits stress les uns après les autres. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à venir consulter ? T'es malade, c'est trop bien. Je pense qu'il ne faut pas s'en faire un monde surtout. Alors aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus démocratisé, les gens vont plus facilement chez le psy et tout ça. Mais c'est vrai que c'est moins tabou. Ouais, c'est moins tabou. C'est comme la salle de sport. C'est ça. Sport, ah bah si, ça c'est tabou ça. La salle de sport ? Ah ouais, c'est tabou ça. Bah pour toi peut-être, bah mais ouais, pas pour les autres. C'est chelou comme tabou. J'en parle pas moi de ça. Évidemment, tu n'y vas pas. Non, c'est pour ça. N'ayez pas honte, parce qu'il y a encore une forme de honte. Ouais. Ouais, puis les gens se disent, oh, je vais pas y aller. Ou alors ils se disent, non, mais quand même, je vais pas l'emmener chez le psy pour ça, faut arrêter. Or, si j'ai plutôt on y va, c'est français ça ? Plutôt le problème est... si on y va direct avec les enfants, c'est pas nous qui sommes des magiciennes, c'est qu'avec les petits, tu débloques quand même hyper vite des choses quand il n'y a pas de truc de fond et que c'est quelque chose de contextuel. Enfin, franchement, en quelques séances, on arrive à mettre des mots, on débloque le truc et parfois les enfants, ils reviennent 1 an plus tard parce qu'il y a autre chose. Mais plus vite on s'en occupe, plus vite ça passe. Mais maintenant, on a même des gens qui viennent nous voir un peu comme on va chez l'ophtalmo en se disant je ne sais pas s'il a des problèmes de vue, mais je voudrais checker si voilà, il y a des problèmes de vue. Va bien. Tu ressors pas toujours avec des lunettes de chez l'ophtalmo. C'est sûr. Et tu vas chez l'ophtalmo tous les 2 ans. Ouais. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on culpabilise. En tout cas, nous, on n'accueille pas les parents les culpabilisant en disant c'était débile de venir, c'est ridicule, vous voyez bien que votre enfant va bien. Après, ce qu'on dit beaucoup aux gens, c'est qu'honnêtement, si votre enfant rit, va à l'école de bon pied, a des potes, dort et mange, même s'il pleure de temps en temps, même s'il a des crises de colère 1 ou 2 fois par semaine que vous trouvez un peu virulentes, il va. Fondamentalement, il va bien, quoi. Après, voilà, quand il y a des cauchemars toutes les nuits, quand il y a des crises de larmes tous les jours, il y a des trucs qu'on laisse pas passer. Parfois, j'entends des parents qui me disent ça fait 3 ans, il fait des terreurs nocturnes tous les jours. Ouais, c'est beaucoup quand même, 3 ans. 3 ans. Ouais, puis il y en a aussi qui viennent parce qu'ils ont des enfants un peu taiseux, qui parlent pas beaucoup, où ça a l'air d'aller, mais ils se disent franchement, je récupère aucune info. Donc ce truc de je viens un peu juste pour être sûr que tout va bien. Il y a des gens qui le font et franchement, ils ont raison parce qu'on trouve toujours des petits trucs à verbaliser et même si c'est pour dire, même si nous on dit franchement, il n'y a pas du tout besoin de le revoir sauf s'il se passe quelque chose, les gens ils sont rassurés et donc c'est déjà pas une consulte pour rien, quoi. C'est sûr. Du coup, quel rôle joue la communication non verbale dans vos pratiques avec les enfants ? Nous, on parle quand même. Ouais, on joue beaucoup aussi. On est aussi obligé un peu de les endormir, entre guillemets. Alors, pas dans Je ne dors pas, mais ça, on les endort aussi. Mais on est obligé de les endormir un peu pour amoindrir un peu les mécanismes de défense. Donc, on va jouer et sans parler, on va voir comment est-ce qu'ils font tomber la voiture, comment la voiture roule sur papa ou sur maman, comment... voilà, il y a des choses qui ressortent dans les jeux, dans les dessins, dans la façon de se comporter, même la simple façon dans le non-verbal d'ouvrir la porte du bureau et de voir si le gamin ne nous regarde pas et fonce, détruire la dinette ou va se planquer entre ses 2 parents terrorisés sans nous regarder sur le canapé, on a déjà 50% de la consulte qui est lancée. Donc il y a beaucoup dans le non-verbal, il se passe plein de trucs. Moi, j'ai envie de vous dire, je ne dors pas et je ne veux pas. On peut en toucher 2 mots, s'il vous plaît ? Parce que c'est quand même 2 livres juste fous. Regardez bien, voilà, hop, hop, hop. Alors, je ne veux pas. Je te laisse parler de Je ne dors pas. Non, je vais prendre l'autre. Non, pas de problème. Je ne dors pas. On s'est bien galéré à l'écrire. C'était hyper difficile parce qu'on a essayé de retranscrire ce qu'on avait
compris dans tous nos domiciles. On doit avoir, je pense, Aurélie et moi, on en fait un peu moins du sommeil maintenant, mais on doit avoir 1500 consultations sommeil dans le crâne. Donc on a réussi à en tirer quelques grandes généralités et on a réussi à couper le livre de façon à ce qu'on puisse séparer les bébés de 0 18 mois des grands, les 24 mois 5 ans. Ouais. Quand même. Il y a un petit trou au milieu. Oui, il ne faut pas parler des 20 mois. C'est à vous de voir s'il est plutôt petit ou s'il est plutôt en avant. Il y a un petit trou au milieu qui est un peu galère. Mais normalement, écoute, le livre, heureusement, on ne le vend pas trop parce que les gens arrivent à dormir. Mais pour les 10 000 exemplaires qu'on a déjà vendus, les gens disent que c'est un carton et que ça marche. Donc c'est vrai que c'est chouette. C'est vraiment, on s'est cassé la tête à l'écrire, mais il marche, il fonctionne. Je ne veux pas. Et je ne veux pas, donc celui-là, il marche pas du tout. C'est une... Je rigole. Celui-là, on a fait une réédition. Donc, on a doublé le contenu. Pour de vrai, on aurait pu faire Je ne veux pas 2, mais on a préféré l'agrémenter. Il est en couleur et tout ça. On a rajouté des chapitres. Celui-là, ça va vraiment être pour les parents qui ont des enfants âgés de 2 à 7 ans et qui vous disent... Je ne veux pas. Ceux qui veulent pas aller prendre leur bain, qui veulent pas s'habiller, qui veulent pas aller à l'école, qui veulent pas aller chez leurs grands-parents. Enfin, on a mis 9 ans. On a carrément rentré la téloche, les devoirs et tout. Voilà, qui veulent pas bosser, qui veulent pas aller... Enfin, c'est vraiment, on a découpé en semaines et week-ends sur toutes les problématiques où les enfants s'opposent et disent qu'ils veulent pas. Et donc, on a fait beaucoup d'astuces dans chaque chapitre, donc que les parents mettent en place et qu'il faut changer tous les 3 jours, parce que sinon, c'est pas drôle, on prend pas la même pendant 2 semaines. Des règles d'or. Et après, ce qu'il y a le plus important dans le bouquin, c'est vraiment toute la première partie qui est plus théorique, où on parle de comment est-ce qu'on reste bienveillant tout en mettant des limites, comment on remplace une punition par une conséquence, des choses qui font sens chez les enfants et pour que ça se passe mieux et que en fait, on soit content dans sa parentalité, qu'on arrive à s'éclater avec ses enfants et pas avoir l'impression qu'on est toujours en train de se fâcher, toujours être dans la négo. L'idée, c'est pour être plus heureux en famille, quoi. Ouais, c'est ambitieux, hein. Très, mais en tous les cas, c'est bourré d'astuces. Et surtout, bourré de c'est rapide à lire. Ouais. On sait que les gens sont débordés. Oui, ils chopent le chapitre, quoi. Ouais. Et moi, personnellement, qui ai 5 enfants, je trouve ça Respect. Très, très intelligent. Vraiment. Moi, je les ai lus et bravo, comme ça, au moins, je vous le dis. Est-ce qu'on peut juste un peu parler du harcèlement ? C'est un sujet sensible et de plus en plus fréquent. Qu'est-ce que vous conseillez ? Enfin, quand on est confronté, quand les jeunes sont confrontés à cet harcèlement, il se passe quoi ? Déjà, si on les a dans notre bureau, c'est qu'ils en ont parlé. Donc déjà, franchement, une grosse partie du job est fait et ça, c'est cool. Moi, ce qui m'embête, c'est ceux qui sont dans leur chambre et qui n'en parlent à personne, ni à leurs parents, ni à leur CPE, ni à leurs profs, et qui vont très mal et qui sont seuls dans leur chambre. Ceux-là, ils m'embêtent vachement plus. Ceux qui viennent nous voir, on peut appeler nous les CPE. Enfin, on met des choses en place... Mais ceux qui sont tout seuls, ouais. C'est là où peut-être les parents peuvent mettre un petit œil sur les espèces de crises de colère qui augmentent, 6e, 5e, 4e. Faut parfois se méfier si en fait il devient très rebelle, très branché dans les écrans, un peu accro, on se dit oh là là, il est feignant, machin. Faut quand même se méfier sur qu'est-ce qui se passe en cours de récré. C'est souvent les enfants qui en parlent, c'est souvent les parents qui découvrent. Ça dépend des âges. Souvent, je trouve que c'est... Bon, en tout cas, les derniers cas que j'ai eus d'ados, c'était une copine qu'on a parlé au CPE, qu'on a parlé à un prof, un peu de confiance, et qui a dit « ça va pas du tout pour bidule, il se passe ça, il se passe ça ». Et après, le truc était enclenché, après, c'était bon. Mais moi, en tout cas, les derniers exemples, c'était plutôt par une copine, les derniers trucs que j'ai eus. Moi, c'était l'ado qui a fini par en parler aux parents. Mais quand ils arrivent chez nous, Aurèle a raison, en fait. Nous, on voit pas, c'est les vrais cas les plus graves. C'est ceux qui n'ont pas parlé. Donc, en fait... Peu importe par où ça sort, du moment qu'ils arrivent chez nous, entre guillemets, la guerre est gagnée, la parole est brisée. Le but du jeu, c'est de ne pas faire parler la victime. Une victime, quand elle parle, ça va mieux. C'est un sujet qui est de plus en plus fréquent ? Malheureusement, ça ne s'amoindrit pas du tout. Malgré toutes les campagnes dans les collèges, on parle que de ça, mais c'est fou, quoi. Ça démarre en 2 secondes. Et l'agresseur ne voit pas qu'il est agresseur. Moi, j'en ai des agresseurs dans ma consulte. J'ai des ados qui me disent « Ah là là, elle est relou, elle fait des histoires, elle arrête pas de pleurer en ce moment, on est 7 à lui expliquer que quand même, ce serait quand même normal qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça. » Et moi, je suis là « Wow, vous êtes 7, elle pleure tous les jours, qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, l'enfant se rend pas compte qu'il est en train de détruire. Ça va hyper vite, en fait. Je sais pas comment on pourrait plus œuvrer. Parce que ça s'est vachement démocratisé qu'on en parle. Tu fais bien d'en reparler parce que je pense qu'on peut continuer, il y a encore du boulot. Mais parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on en parle énormément dans les collèges et les lycées. Et chez les petits, en maternelle et primaire, on leur parle beaucoup du consentement. Oui. C'est de ça dont on leur rabâche la tête. Ce qui est super, hein, mon corps est mon corps, t'as pas le droit de me toucher. Ça, c'est vachement bien.
Mais le harcèlement, moi j'ai eu le cas d'un petit là qui est en CE2, qui est harcelé, qui a changé d'école. Donc le truc où c'est censé être l'harceleur qui change, bon, on n'y est pas tout à fait dans les faits. Où il y a eu le programme, là, il s'appelle comment ? Pharo, je sais plus, qui a été mis en place aussi. Honnêtement, ils vous disent que c'est hyper long, que le programme à mettre en place, c'est tant de temps. Bon, finalement, il a changé d'école. Cette notion de harcèlement, il faut expliquer aux enfants, au-delà du consentement. Pour moi, c'est un thème qui devrait être enseigné dès tout petits, quoi. En fait, d'aller même en cours... De ne pas faire pleurer à 5 contre 1, quoi. D'aller toujours le voir en récré tous les jours et lui piquer son goûter ou lui filer un coup de pied. En fait, si c'est répétitif, avec tous les... Bon, ça, c'est pas OK. Je pense qu'il faut plus faire de la prévention chez les petits. Excellente idée, mon associé. Faut taper beaucoup plus tôt. Je suis tellement d'accord avec vous. Un mot sur les réseaux sociaux ? Alors, sans transition, là. C'est-à-dire harcèlement et réseaux sociaux. Parce que ça peut être lié. Non, il y a un lien dans sa question. Ah oui, mais est-ce que tu veux un lien avec le harcèlement ? Bah ouais. Ou les enfants sur les réseaux. Ouais, non, qu'est-ce que vous pensez, vous ? Elle nous laisse improviser, elle s'en fout. Voilà, un petit mot de psychologue face à un ado qui est complètement omnibulé par les réseaux sociaux. Comment on fait pour... Moi, je trouve pas le stopper un peu. J'ai beaucoup d'ados en suivi, je trouve pas qu'ils soient omnubilés par les réseaux sociaux. Par contre, ils peuvent être omnubilés par la fille populaire qui ressemble aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que la Emma qui fait exactement, qui a la bonne tête, le bon machin, le bon bidule, et qui ressemble à un réseau social elle toute seule, à une page Instagram, etc., elle fout le seum à tout le collège. Et du coup... Avec ou sans filtre ? Peu importe, ça, ils font pas le tri, malheureusement. Bah non, sans et puis quand t'as 20 ans, t'as pas besoin de filtre parce que sinon... Mais tu rêves, toi. Qu'est-ce qu'on va dire ? Nous, déjà que nous, on est sans filtre. Mais je trouve pas que les gamins soient tant omnubilés. Ils sont complètement... accros. Oui, ils sont accros dans le temps, enfin comme les adultes, excuse-moi. Regardons tous nos temps d'écran. Moi, je ne peux pas ouvrir le mien. Toi non plus. Toi, c'est pire. Moi, c'est mon job. Moi, ça n'a rien à voir. Moi, je revendique, c'est mon travail. Si je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne travaille pas. Bonne excuse. Je suis à part. T'as bien fait d'en faire ton métier, Marc. Exactement. Non, mais les réseaux, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est pas tellement... Parce que d'abord, ils sont beaucoup sur les réseaux parce qu'ils se parlent via les réseaux, entre potes. C'est pas que... Bon, même s'il y en a plein qui sont sur TikTok à regarder plein de conneries, à scroller pendant des heures. Mais ça, je pense que c'est aussi notre responsabilité de parents de gérer le temps, voir que si jamais on a un enfant qui se réfugie là-dedans, qui a plus envie de sortir, qui ne voit ses potes que par réseau interposé, mais c'est valable sur les consoles et tout, où ils jouent entre eux en étant... ça fait partie de leur génération, donc on peut pas dire pas d'écran, pas de réseau, ça me paraît honnêtement complètement impossible. Mais par contre, de dire qu'il y a quand même des cadres à respecter, il faut quand même cadrer le truc en tant que parent, et encore plus pour les 6e, 5e qui ont leur premier téléphone, ça peut pas être en freestyle complet, ça c'est pas possible, parce qu'après le retour en arrière, il est hyper dur. Si on fait trop large, mais comme avec les enfants en général, mais... Avec les adultes aussi, d'ailleurs. Mais non, les adultes, on a quand même à un moment une auto-compréhension. Ça dépend. Bah si, de dire je roule trop vite. On voit bien quand on a des comportements qui touchent à la limite, on va quand même essayer de se réfréner. Normalement, on finit pas tous en prison. Non. C'est pas qu'une escalade. Alors que les enfants, ils peuvent être dans une escalade, ils ont du mal à se dire... tu vois pas un enfant de 12 ans te dire... je crois que je passe trop de temps sur mon écran. Ah bon, 4h12 sur Brawl Stars ? Écoute, je les ai pas vus passer là. Je sais pas où elles sont passées. C'est une période où les enfants s'ennuient, cette fameuse adolescence. Ça s'ennuie, c'est un bon mot que tu utilises, on n'en parle pas assez, je trouve, de l'ennui. Mais eux, ils disent pas qu'ils s'ennuient. Fiche de moi. Attends, mais regarde la transition qu'elle nous offre. Non, mais on parlait des ados. Les ados, au contraire, ils adorent être à la maison, pas bouger et ne rien faire. Eux, ils s'en plaignent pas. C'est les petits qui disent je m'ennuie, qu'est-ce que je fais ? Et c'est ça qui est compliqué pour les parents, c'est qu'on passe des enfants qui sursollicitent, qui veulent tout le temps faire 1 milliard de trucs. Ça, c'est chez les plus jeunes. Ouais, chez les petits. Je trouve. Et quand ils passent à l'adolescence, ils veulent se lever à midi, 14h, être au lit toute la journée. Donc eux, l'ennui, ils en souffrent pas en tout cas. Mais les petits, oui. Donc pour les petits, jolie transition. Il faut bien. La boîte à ennui. Anti. Pardon, excuse-moi. La boîte anti-ennui. On peut avoir 2 mots sur cette boîte incroyable que... Mais ça pourrait être la boîte ennui. Ou la boîte anti-écran, on avait hésité. On a hésité avec la boîte anti-écran, mais comme on voulait pas être estampillé... Il se passe quoi dans cette boîte ?
Et ben il se passe rien, c'est ça qui est génial. Et pourtant, il y a pas, c'est impossible de pas trouver une idée. Les cartes, il y en a des inventives comme d'une simplicité finie. On ne trouve que des trucs au fond du placard, donc il n'y a pas besoin de trucs compliqués pour mettre en place. C'est très anti-rivalité. Il y a beaucoup de cartes où c'est plus rigolo de le faire avec son petit frère ou sa petite sœur. Donc c'est pas mal pour les fratries qui se disputent. Et c'est une boîte pro-ennui en fait. C'est quand je m'ennuie, qu'est-ce que j'ai la chance de faire avec ce qu'il y a au fond de la poubelle, quoi. Une boîte d'œufs, un carton, des fils, n'importe quoi. Et en vrai, c'est quasiment impossible de pas trouver une idée. Et puis, on peut en embarquer 3-4 en vacances. Ou se dire, vendredi soir, demain matin, je dors. Donc, tiens, tu te mets ça sur ton bureau. T'as tout le matos. Je veux rien entendre avant 9h. Elle est chouette, elle cartonne aussi, celle-là. Ouais, ça marche pas. Mais surtout, dedans, en fait, on a fait... Donc, il y a une centaine de cartes et il y a un livret. Parce que comme on est quand même psychologue avant tout, on a développé 15 facultés qui nous paraissent importante à développer chez les enfants. Donc, il y a l'autonomie, la confiance en soi, apaiser les rivalités, enfin, plein de choses. Et donc, on a mis le numéro de chaque carte par catégorie. C'est-à-dire que si vous dites, il faut améliorer ça chez mon enfant, vous lui proposez uniquement les cartes qui sont dans cette catégorie-là. Confiance en soi. C'est magnifique. Moi, j'ai trouvé ça incroyable et intelligent. Moi, j'ai occupé Baby Jane et Jeff avec cette boîte à ennui. Vous m'avez sauvé des dimanches, comment te dire. C'est trop mignonne. Sans film, ça c'est mon livre coup de cœur. Bah oui, pour une école de théâtre, avoir les meilleurs extraits, les meilleurs tips dans le cinéma. Je l'adore ce livre. Voilà. Je suis tellement heureuse qu'on ait eu la chance de le faire. Et ça, pour le Corana, j'en ai offert, mais tellement. C'est vrai. Mais vraiment, c'est incroyable. Ça vous est venu... C'est l'idée de Laurie. C'est Laurie, qui nous a proposé. C'est l'idée de Laurie et c'est le livre de Laurie qui avait vachement envie de faire ça parce qu'elle s'occupe du cinéma. Enfin voilà, c'est son métier en tant que journaliste. Et du coup, elle nous a proposé de faire un peu le versant psy sur ce bouquin-là. Donc, en fait, elle avait déjà un petit peu sa liste de films auxquels elle avait pensé. Nous, on en a ajouté. Il y en a d'autres, comme elle a des enfants plus petits que les nôtres. On lui a dit ça, Laurie. Non, c'est pas du tout bon pour un enfant qui a 7 ans, ça passera pas. Et donc, Clémence et moi, on s'est fait pas mal de week-ends à se regarder. C'était un projet. Hein. On s'est fait tous les films chacune, papier-crayon. En fait, on met ce qu'on trouve cool au niveau psychologique comme message à faire passer si votre enfant est confronté à telle difficulté en ce moment, de lui dire de regarder ce film-là parce qu'on peut en parler. Mais aussi, on a mis les alertes parce que parfois, moi, je me rappelle, il y a une journée, je m'étais fait Bambi, Le Roi Lion et je sais plus quoi. J'étais là, mais toutes les blouses, quoi. Blanche-Neige, laisse tomber, tu te suicides. Et le nombre de gamins qui sont traumates, on se dit Blanche-Neige, c'est easy. Pas du tout. Mais tous les et donc, on a mis le minutage en disant attention, ou vous faites pause, ou vous faites skip, mais à tel moment, il se passe ça. Si vous avez un enfant hypersensible et tout ça, là, il faut faire pause et en parler. Enfin. Et moi, ce que je préfère dans ce livre, qui nous a un peu... C'était pas simple à faire, mais effectivement, comme on a estampillé les thèmes, à la fin, on a fait un index par thème. Donc, tu vas chercher dans divorce, et t'as tous les films. On a un côté pratique, nous. Tu vois. Oui, on a un petit côté pratique. Où tu vas chercher confiance en soi, rivalité, scolarité, propreté, obéissance. Je l'adore, ce bouquin. Je l'adore. Je m'en suis moi-même servi. Je m'en sers encore. Je l'ai écrit, je le feuillette encore en me disant tiens, qu'est-ce qu'on regarde? Parce qu'en fait, en plus, c'est insupportable de passer 25 minutes à chercher un film qui met tout le monde d'accord. C'est insupportable. Je trouve que les gens se plaignent de ça. De dire, parfois, il y a même des gens, ils abandonnent. Au bout de 20 minutes, tu sais, sur Netflix, à dire personne n'est d'accord. Petite question, vous avez créé donc un compte Insta, Kids et Family, où vous faites plusieurs vidéos sur différents sujets. Comment vous les choisissez? Et sujets? C'est automnal. Quand ça va avec le pull bleu d'oreiller. Ouais, ça dépend. En fait, on essaye sur la... Alors après, c'est nous qui nous en occupons, donc c'est vrai qu'on manque un petit peu de temps parce qu'en fait, c'est pas notre travail du tout. Donc, c'est vraiment un boulot de soir, en plus d'écrire des bouquins et tout. Donc, il y a des semaines, c'est plus animé que d'autres. C'est Aurel qui fait tout. Mais en tous les cas, on essaye de faire... Il y a 3 thématiques, en fait. C'est d'abord un extrait de livre. Ensuite, il y a un de nos supports, des trucs concrets dont on parlait tout à l'heure, qui sont à télécharger gratuitement pour les gens, parce qu'il y en a, ça peut les aider. Pour nous, c'est important de faire des trucs gratuits, donc voilà. Et après, il y a ou une vidéo, ou un extrait de télé, ou de radio, ou voilà, des trucs qu'on fait. Voilà, on met le replay d'une émission qui peut intéresser les gens. Ah oui. Bon, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes prête pour un petit speed quizzing? Oh là. Cuisine? Quizzing. De l'anglais, quiz. Un petit speed quizzing comme ça, les deux. Speed, c'est rapide, c'est moi. Oh rapide, ça devrait pas nous déranger. On y va? Ah, ça va être comme les trucs d'amour, là? Attends, tu mets une main dans le dos. Les amours? Non, j'ai pas de buzzer, je n'ai pas de buzzer. Faut répondre pour l'autre?
Tu réponds Ok. ensemble, voilà. Ah non, c'est pas des devinettes sur... Non, c'est pas des devis. Quelle est la couleur préférée d'Aurélie? Fastoche. Ça, c'est fastoche, même si elle la porte pas. Non, c'est rose. Allez, on y va. Travailler en individuel ou en groupe? En groupe. C'est En ensemble, là, individuel. c'est ensemble. Ah putain, il faut répondre en même temps. Ensemble, pour En savoir si ça individuel. match ou pas. Un individuel. Ah oui, c'est les amours. Ok, un individuel. Pourtant, c'est moi qui voulais monter des groupes, mais Traiter les adultes ou les enfants? les adultes. Enfin, Technique cognitive ou approche émotionnelle? cognitive. Émotionnels. On peut être ensemble. Ouais. Travailler en cabinet ou en milieu hospitalier? Cabinet. Cabinet. Lire des cas d'études ou des livres théoriques? Cas d'études. Théorique. Séance en présentiel ou en visio? Présentiel. Trouver des nouvelles techniques ou te concentrer sur celles que tu maîtrises déjà? Nouvelle technique. Voilà un truc ensemble. Donner des conseils ou écouter sans parler? Donner des conseils. Ah, les deux. Ouais, les deux. Explorer les émotions positives ou travailler sur les émotions négatives? Il n'y a pas Ça n'existe d'émotion pas. négative. Il n'y a pas? Non. Ok, On parle d'émotions désagréables ou agréables. On stigmatise pas en disant que c'est négatif. ben voilà. Très bien. École de théâtre, Kurana ou Kurana? Bah, Corana. Corana, moi, il y est alors. Eh bien, écoutez les filles, merci mille fois. Merci de à nous toi. avoir invités. Voilà, je voudrais juste savoir où on vous retrouve exactement. Est-ce qu'on peut avoir votre adresse? Là, on va déjeuner, on va où? Notre cabinet, il est à Boulogne-Billancourt, mais pour le coup, on fait des consultants visio aussi. On a des gens qui sont expats, qui sont très très loin. Donc, cabinet à Boulogne. Et sinon, sur nos réseaux, on essaye de mettre un peu des trucs qui peuvent aider les gens. À part les séances de psy, est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? Là, il y a une nouvelle boîte. Tellement, mais on peut même plus, on dort plus la nuit. Il y a une nouvelle boîte. Il y a une boîte collection de anti-crise. livres pour enfants. Donc, c'est déjà pas mal. Ouais, et puis on voudrait faire des petites formations en ligne, des trucs hyper courts que les gens puissent choper justement sans aller voir le psy. C'est magnifique. En tous les cas, moi, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Merci. Nous aussi, on Et te souhaite merci, longue vie. merci d'être là. Merci d'être là auprès des enfants. On a besoin de gens comme vous. Ouais, on a besoin de gens comme toi aussi. Ouais. Je ne veux pas, je ne dors pas. La boîte anti-ennui, ça, s'il vous plaît, allez l'acheter sur Amazon, c'est ça? Ouais. On peut trouver ça sur Et Amazon. Fnac, Nature et Découverte. Voilà. Ouais. Et Voilà. les 100 films coup de cœur pour tous vos petits jeunes qui aiment le cinéma, c'est le livre qu'il faut acheter. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Bisous. Johanna.